En manchette aujourd'hui, ça discute fort à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 3 mars, évidemment, il va être question dans ce bulletin là, des deux conseils municipaux, celui de Saint-Ignace de Loyola, où un gros sujet retient l'attention, celui du centre l'éventuel centre communautaire. On reparlera aussi du conseil de Lanoraie parce qu'il y a un projet concernant la caserne des pompiers. On débute avec Saint-Ignace de Loyola. Le conseil municipal avait lieu en début de semaine et on y va maintenant avec un échange. Vous allez entendre tour à tour Daniel Laforêt, un citoyen qui se questionne sur la pertinence du projet du centre communautaire. On entendra le maire Jean-Luc Barthe lui répondre et on aura en fin d'extrait une intervention de Roxane Laforêt, qui est directrice générale adjointe à Saint-Ignace de Loyola. Donc, on aura différents points de vue et différentes infos concernant ce projet de centre communautaire. On écoute. Monsieur le maire, je suis passé lundi 14 février à vos bureaux. J'ai parlé avec madame la directrice générale pour une question sur le budget triennal. Le point 2, le stationnement, vous avez une subvention de 119 589. Je ne sais pas au juste. Non. C'était au point 2, c'est écrit stationnement, si vous voulez. C'est bien écrit ça. Puis je vais sauter le point 10, là, le toit sur la patinoire. Fait que, elle m'a, parce que je voulais avoir plus de détails un peu, il y en allait. Elle m'a dit, puis ça va bien de l'allure, il y a un PowerPoint qui va être explicatif. Qu'elle m'a dit. Qu'elle allait être bientôt produit. Qu'elle y travaillait avec son fils, j'aurais cru qu'il soit prêt plus tôt. Moi, j'aurais voulu qu'il soit prêt plus tôt pour exactement ce que vous avez écrit dans le journal. Vous allez ouvrir vos appels d'offres. Puis le 17, vous allez vous réunir. Mais qu'est-ce que vous faites de nos recommandations? Le 17, est-ce que vous pouvez mettre exemple, monsieur le maire, exemple, vous êtes 3-3, je vous pose la question. Je peux vous poser la question. À 3-3, vous décidez des appels d'offres. Pardon? Mais quand ils seront, maintenant, vous êtes capable d'imaginer que, mettons, que les appels d'offres sont à 5 millions, comme vous m'avez annoncé le chiffre. Vous m'avez déjà dit que c'était pas les 5 millions. Si vous êtes 3-3, vous décidez, oui, est-ce que c'est définitif? Quand vous allez décider de le faire, est-ce que vous allez pouvoir reculer ou si vous continuez à faire votre... Mais pourquoi on verra, vous n'êtes pas capable de me répondre. Et aussi... On va répondre à une chose que je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est bien c'est ça. Est-ce que les chiffres dans votre PowerPoint qui s'en vient vont avoir été vérifiés par un comptable? Parce que vous me dites que vous êtes transparent. Moi, je veux être transparent aussi. Oui, j'attends. Là, j'attends. Pourquoi on va vérifier? On va payer pour faire vérifier les chiffres de quoi? Les comptables. Et là, on veut savoir ce que vous nous dites, si ça va être pas rentable, mais si on ne nous coûtera pas de fortune. Alors, actuellement, tout ce qu'on vous a dit, c'est dans le budget. Je n'ai pas besoin de payer le comptable pour vérifier si l'argent dans le budget est dedans. Oui, mais vous allez l'emprunter. Il n'est pas dans votre budget. Si vous empruntez, là, si le gouvernement vous donne 3 millions, parce que vous avez commencé avec 60 là, on est rendu à pas 60, c'est 50. Fait que 3 millions du gouvernement, puis nous autres, on emprunte combien? Est-ce que les chiffres sont vérifiés par le comptable? Est-ce que le chiffre est... C'est 5 millions. Est-ce que c'est vérifié par un comptable, monsieur le maire? Oui ou non? Non? Je dois me fier à vous. Non, je me fie, moi, à notre budget, on a. Ben, au PowerPoint qui va être produit. Le PowerPoint qu'on a fait, qu'on vous a monté le projet, là, hein, tous les montants d'argent qu'on vous a expliqués, c'est tout dans le budget. Excusez-moi, mais c'est dans le budget. C'est parce que vous ne comprenez pas, là. Et non, L'argent est là dans le budget. On a 138 000, c'est sûr, qui est dans le budget. Puis il va y avoir un règlement d'emprunt qui va finir. On a des montants d'argent qu'on va pouvoir mettre si ça monte un peu plus. C'est quoi un peu plus?
Ça peut être 20 000. On ne sait pas, ça va dépendre du monde. Comment ça va Vous sortir? êtes souvent, je ne sais pas, Monsieur c'est ça qui est Laforêt, inquiétant. je n'ai pas de montant. Le montant, là, le 16 mars, là, je vais le savoir c'est quoi le montant. Le 16 mars au matin, à 11 h, là, si on roule tous les appels d'offres, là, je vais le savoir c'est quoi. Je reviens toujours avec la même question. Le 17, vous allez en faire quoi de vos enveloppes si est à 6 millions? Vous en faites quoi? Le conseil va décider. Si c'est 3-3, vous tranchez où? Roxane veut parler. Oui, pardon. Non. Roxane veut parler. Oui, Madame Lemay, allez-y. Oui, je tenais juste à réitérer que M. Barre ne peut pas s'avancer sur des chiffres, personne ne peut le faire, on les a pas encore. Tout va être écrit dans le document explicatif, donc même si ce soir vous posez plein de questions, puis M. Barre l'a mentionné au départ, même si vous posez plein de questions, on ne peut pas tout de suite faire la simulation, on n'a pas encore le chiffre final. Ça va être vraiment super bien expliqué dans le document explicatif. Je comprends que vous auriez voulu l'avoir avant. Malheureusement, on n'a pas quelqu'un temps plein sur ce dossier-là. On le fait parmi tous nos autres tâches. Sachez qu'on met beaucoup d'heures, beaucoup de temps, puis on espère que vous allez aimer le document et le PowerPoint. Puis vous viendrez poser vos questions à l'Assemblée, l'Assemblée de questions qu'on va faire au mois d'avril. Ça va être la meilleure place actuellement. On n'est pas apte à répondre à vos questions parce qu'on n'a pas tous les chiffres en main, malheureusement. De Saint-Ignace, on s'en va maintenant à Lanoret. Lors de la séance des élus du conseil municipal de Lanoret cette semaine, il a été question de différents projets, dont celui de l'agrandissement de la caserne des pompiers. On écoute le maire André Villeneuve à ce sujet. 5,5. Alors, c'est pour un dépôt. Avant de vous demander de voter, vous savez qu'il n'y a pas de vote. Alors, si j'avais il faut voter, vous me direz. On fait à l'ordre, donc il n'y a pas de vote, c'est un dépôt. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Le directeur général et greffier trésorier dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 117-2022, travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie. Alors, le tout est affiché selon les obligations qui sont celles de la municipalité et personne n'a signé le registre, donc on va tout simplement le déposer. Et juste peut-être vous rappeler que le règlement d'emprunt est à peu près de 1 800 000 $. J'en profite aussi peut-être parce que vous avez vu sur votre compte de taxe, il y a une augmentation du compte de taxe qui est due entre autres à la police et qui est due aussi au service incendie. Et la raison pour laquelle il y a une augmentation de 63 000 $ pour la municipalité de Lanoret au niveau du compte, au niveau du montant qu'on va défrayer pour le service incendie, c'est qu'il y a eu des pompiers qui ont été engagés. Il y a eu quand même plusieurs pompiers qui ont été engagés. Tout ça découle du fait que de recruter des pompiers volontaires, c'est plus difficile que ça l'était. Et donc, il faut maintenant combler ces postes-là avec des pompiers, évidemment, qui sont à temps plein. Alors, il y a ça, il y a aussi au niveau de la rémunération des pompiers, ça bouge un peu. Donc, ça s'additionne aussi pour arriver à un montant total que la municipalité doit débourser de 63 000 $ de plus. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? On propose. Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont, le vote est à ma gauche et sur ma faveur. À ma droite? D'accord. Travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie, appel d'offres. Proposé et résolu d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier à demander des soumissions par appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi. Maintenant, on va le pourquoi de ces travaux-là, entre autres, ça je vais moins expliquer. Peut-être vous dire aussi si la caserne agrandie, c'est évidemment suite à des recommandations du comité de sécurité incendie de la MRC. La caserne nous appartient à la municipalité. Les employés sont payés par la MRC. Et là, la caserne avait besoin d'être agrandie, entre autres, pour pouvoir s'assurer qu'on a un camion-pompe dans la municipalité, justement, parce qu'il n'y a pas de bonne fontaine. Et les nouveaux camions-pompes exigent des espaces un peu plus grands. Et de toute façon, la caserne avait besoin d'être revampée. Ce n'est pas un caprice, c'est vraiment quelque chose qui devait être fait. Et on va procéder donc avec un appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Je propose. Proposé par Mme Caston. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont. Ceux qui sont en faveur, à ma droite. À ma gauche. D'accord. Et ceux qui sont en faveur, à ma droite. D'accord. Alors, c'est bien. Sur ce, allons à la pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 3 mars, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claudette Clément, à Mario Drainville, à Micheline Boucher et à Patrick Valois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Bloc québécois obtient un vote majoritaire pour protéger le poids politique du Québec. À ce sujet, nous avons interviewé Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. On écoute un extrait de cette entrevue. Bonjour Yves, ça va bien en ce jeudi matin ensoleillé. Et on va parler d'un sujet, je pense qu'on en avait parlé il y a environ une semaine et demie, qu'il y avait un projet de loi puis, concernant la réforme électorale. Et hier, il y a une première victoire, vraiment un premier pas qui a été fait. Et le Bloc était, je ne dirais pas était, mais est content, je pense, que de l'avancement des choses. Et quand même, je ne dirais pas le mot surprenant, mais je veux dire, il y a quand même eu l'acquiescement des autres députés de la Chambre. C'était reconnu au moins d'avoir un minimum là, que vous demandiez. Là. Ben oui, en fait, c'est une agréable surprise, là, parce que dans les débats, c'était pas clair que les autres partis allaient voter en faveur de notre motion. La motion, ce qu'elle dit simplement, c'est que au prochain redécoupage de la carte électorale, le Québec ne doit pas perdre d'influence au Parlement. Donc, on n'est pas encore à l'étape du 25 % de notre projet de loi, mais comme tu l'as bien dit en introduction, c'est une première étape. Fait qu'on est très satisfait de ça. Il faut croire qu'on est convaincant. Oui, mais c'est le travail du Bloc, hein, Mme Yvon. C'est le travail du Bloc à Ottawa. Si nous, on n'est pas là, il n'y a personne qui propose ça, personne n'en parle, puis on perd des députés, puis on perd de l'influence, puis dans 5, 10, 15 ans, on est de plus en plus minoritaire. Et là, le temps qu'on soit, vous savez que nous, ce qu'on veut, c'est que le Québec soit un pays indépendant. Tant qu'on n'est pas rendu, il faut préserver notre influence ici, qui est déjà pas suffisante à notre goût. Là. Okay. Est-ce que justement, c'était beaucoup de tractations ou c'est devenu, ça a sorti naturellement, tu as dit, OK, oui, on reste surpris un peu peut-être là, de la reconnaissance de ça ou c'était vraiment beaucoup de travail là, de la part du Bloc? Ben, en fait, c'est sûr qu'on a fait un travail pour convaincre les autres, là. Mais dans les débats, c'était pas clair les interventions qu'il y avait dans les autres partis politiques. Beaucoup de personnes se plaignaient que le Québec est jamais content, puis ainsi de suite. C'est drôle, hein, quand c'est le Saskatchewan qui demande quelque chose il y a 2 semaines, tout le monde est unanime pour le donner, mais quand c'est le Québec, on n'est jamais content, puis on chiale tout le temps quand on n'est pas d'accord avec les autres. Fait qu'on leur a expliqué le fond des choses, puis écoute, ça a l'air qu'on les a convaincus, donc on est content. On est content, mais évidemment, c'est une motion. Hein. Fait qu'une motion, c'est une intention de la Chambre, c'est un message que la Chambre envoie au gouvernement, mais le gouvernement n'est pas lié par ça. Okay. Donc, il faut continuer nos démarches avec notre projet de loi, qui lui demande que le Québec ait 25 % des sièges. Okay. Mais il faut quand même eu une belle majorité, puis dans un monde de médiocres, la motion a été enregistrée, qu'après ça, vous pouvez toujours dire, vous nous avez dit oui, pourquoi vous ne tenez pas vos paroles? Voilà. Quand même... Voilà. Donc, c'est une étape, c'est dans le processus politique, puis ça fait parler de la question aussi, puis ça sensibilise la population au fait qu'actuellement, on est en train d'encore une fois menacer le Québec de devenir encore plus minoritaire. Okay. Et il faut pas laisser rouler ce train-là. Okay. C'est un processus qu'on s'attend qui va être quand même,
je ne dirais pas ardu, mais qui va être quand même long. Là. Ça ne se décidera pas dans 2 semaines, toute ce refonte de la carte électorale. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est vraiment le projet de loi. Est-ce qu'on avance plus rondement que vous pensiez ou ça va vraiment se faire sur un moyen terme? Mettons qu'on se mettrait ça comme ça. Là. Ben, en fait, il y a 2 démarches parallèles. Le projet de loi, lui, il faut qu'il passe en première lecture, ensuite en deuxième lecture, il faut qu'il y ait un comité, c'est quand même un long processus. Puis lui est parallèle à la réforme de la carte électorale, qui, elle, c'est un processus automatique qui revient tous les 10 ans. Et ça commence par la première étape où les fonctionnaires regardent la population, puis ils divisent ça par le nombre de circonscriptions, tout simplement. Et comme les autres provinces reçoivent beaucoup plus d'immigration que le Québec, mais le Québec est de moins en moins fort en proportion de population dans le Canada. Et c'est ça que nous, on veut arrêter au niveau de l'influence politique, là, parce que, vous savez, il y a un fameux mythe des 2 peuples fondateurs dans ce pays-là, là, qui est supposé être le nôtre. Là. Bon, ben si c'est vraiment ça, je pense que 25%, c'est un minimum là, pour une des 2 nations fondatrices. Et c'est notre argumentaire. Mais là, pour revenir au processus de la carte, la première étape, elle est purement mathématique. Et c'est normal qu'elle soit purement mathématique. Après ça, il y a des considérations de réalité régionale. Il y a des exceptions dans la loi. Entre autres, il y a une exception sénatoriale où on dit qu'une province ne peut pas avoir moins de députés qu'elle a de sénateurs, ce qui protège des coins comme le petit Prince-Édouard, mettons. Il y a les territoires. Chacun des territoires a un député au fédéral, mais la population qui occupe ces territoires-là ne le justifie pas mathématiquement. Par contre, ce qu'on vous constaterez avec moi que ça n'a pas de bon sens que ces partis de territoire-là n'aient pas de représentation politique. Donc, on leur donne un député. C'est dans ce sens-là que nous, on dit, bien, le Québec, on est francophone, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes valeurs plus souvent qu'on pense, puis on n'a pas les mêmes intérêts plus souvent qu'on pense aussi. On est une nation fondatrice, donc c'est un minimum de 25% des sièges. Je pense que c'est raisonnable. Et c'est dans cette optique-là là, que le projet de loi de mon collègue Martin Champoux a été déposé. D'accord. Donc, ce sera un dossier à suivre qu'on va vous accompagner là, tout au long du processus. Le temps des sucres arrive. CTRB a rencontré Sarah Ricard, porte-parole de Ma cabane à la maison. On parle bien sûr du temps des sucres. On l'écoute. Bonjour, je m'en viens chercher ma cabane. Ah, ben merci, mon Dieu, c'est bien beau. Oui, une belle petite boîte. Bonjour, t'es Sarah, t'es la propriétaire ici de la cabane chez Dupuis maintenant, là? Chez Dupuis maintenant, depuis 2002, c'est ma mère et mon père qui ont acheté. Maintenant, ma mère est propriétaire et moi et ma soeur, on est la relève. Ah, OK. Donc, on a tout le temps de parler un petit peu. Ben J'ai déjà monté une belle table pour nous parler des produits de cabane à sucre. Que si tu veux t'asseoir, on va s'installer. Parfait. Je vais mettre la boîte ici. Et comme on a le droit d'enlever nos masques parce que on va en profiter tant qu'on va respecter toutes les choses. Bon, ben, bonjour Sarah, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, toi aussi. On vient de dire qu'on était à Saint-Jean, qu'on est au 1er mars, donc on commence à penser cabane à sucre. Oui, enfin! Enfin, oui! Et tu as accepté de nous recevoir ici à la cabane à sucre. C'est bien gentil chez Dupuis. On va parler de 2 choses. On va parler d'une première chose. Tu viens de me dire que vous avez acheté en 2002. Oui. Vous avez racheté une cabane ici. Oui. Donc, il fallait avoir un sentiment, je dirais, d'appartenance par rapport à l'érablière, par rapport au sucre, par rapport à ça, parce que comment c'est ça, en 2002, je ne peux pas dire que c'est une vieille cabane, c'est pas méchamment, là, mais... Non, bien, oui, elle a de l'âge un petit peu. Elle a de l'âge un petit peu, puis tout ça. Il fallait premièrement, vouloir. Puis c'était quoi, à l'origine, tes parents étaient déjà des acériculteurs? Mon père est agriculteur, OK. Puis comme un peu tous les agriculteurs... ici, on a une petite terre à bois, donc une petite cabane à sucre. Mon grand-père, il louait une cabane à sucre vraiment familiale pour faire du sirop d'érable. Il a transmis la passion de mon père. Mon père s'est dit, bon, ben, il voulait léguer une compagnie par enfant. Fait qu'il s'est dit, on va acheter la cabane à sucre, comme ça va faire de l'héritage pour la relève. Transmission de patrimoine. Exactement, oui. Et toi, c'était toute jeune, là, sans indiscrétion, t'as quel âge? Là, moi, j'ai 27. Donc, tu avais 7 ans, là. Tu avais 6-7 ans quand tes parents ont acheté la cabane ici, comme on dit, l'érablière. Donc, tu
tu as connu tout de suite comment faire. Il fallait que tu aies le goût de vivre. Parce que là, on dit, ben, moi, je le sais parce que je connais un petit peu ça, mais quand ça part, les sucres, il faut le faire quand ça marche. Oui. C'est une passion, parce que là, c'est presque 24 heures sur 24 quand la sève monte, comme on dit. Oui, là. c'est ça. Quand ça coule, là, quand ça coule, tu peux pas attendre. dire je vais fermer, attendez, Zéram, puis on va le Nous, faire. on était à Chaudière, là, ça fait 4 ans qu'on est rendu à Tublure. On Que était t'étais à la Chaudière encore? On était à Chaudière, on avait je me rappelle plus combien, on avait 1200, je pense, en taille à Chaudière. Non, 2200 en taille à Chaudière. Fait qu'il fallait tout ramasser ça. Puis les chaudières, tu peux pas attendre que ça déborde, là. Mais non, parce que tu perds ton profit, là, Ben, tu perds c'est tes ça. choses. Donc, c'est vraiment une passion. Oui. C'est vraiment une transmission de patrimoine. As-tu des enfants, des personnes encore? Non, Pas t'as encore, pas encore. Mais tu penses-tu que si t'en as, tu vas être capable de leur transmettre ça? Ah, d'après moi, ils n'auront pas le choix. Oui. On va les emmener ici, puis la passion se développe à force de travailler à la cabane. Tu sais, nous, on est 4 enfants, puis les 4, on est intéressés par ce qui se passe ici. Les 4, on travaille ici. Fait que c'est vraiment familial. Oui, c'est tellement familial que tu as le goût. Nos tantes travaillent ici, nos cousins travaillent ici. Fait que c'est le fun, on a du plaisir, l'ambiance est là. Puis c'est ça que les gens aiment quand ils viennent manger à la cabane, c'est que c'est familial, c'est convivial, c'est chaleureux. Les gens sont contents d'être là, mais parce que c'est toute la famille qui travaille ensemble, tu sais. OK. Donc, toute ta production sert à la cabane ou tu t'en exportes aussi, vous réussissez à en vendre, ou vous gardez tout on garde tout ici, oui. Étant ici. donné qu'on sert beaucoup de repas là, et beaucoup de boîtes repas maintenant, on le garde ici. OK. Ouais. La fameuse boîte repas que je viens de prendre puis qui était très bonne, l'année passée, je te l'ai commandée, ça revient cette année en 2022, même si la cabane elle réouvre. là. C'est ça qu'on entend. Là, c'est moitié, c'est 50 de la capacité. Rendu au mois de mars, ça devrait être 100 de la capacité des cabanes. Est-ce que tu as constaté encore un engouement cette année pour la boîte? Oui. Ou tu penses que tu vas être capable de faire les deux, là, capable de fournir pour les deux? Nous, on a évalué pour pouvoir faire les deux parce qu'on a 3 salles. Donc, on en a une qu'on a dédiée vraiment pour la fabrication des boîtes repas. Parce que l'engouement était là. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour dire que cette formule-là, ils l'aimaient, tu sais. Quand tu as des jeunes enfants, là, des fois, c'est pas tellement évident de sortir puis de les voir courir partout. Fait que t'aimes mieux être à la maison. Même chose pour des personnes âgées qui aiment mieux peut-être rester dans leurs affaires. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit qu'ils avaient aimé ça. Donc, cette année encore, on a décidé de renouveler l'expérience. C'est ça qui vous a sauvé l'an passé? Qui a sauvé la saison? Assurément, oui. Parce que c'est ça, là, dans le fond, on parle d'à peu près 1 mois et demi, 2 mois maximum de saison. Là, que dans le fond, il faut que tu fasses tes sous dans ces 2 mois-là. Puis l'année passée, puis même encore un peu cette année, ils vous coupent. Le gouvernement a coupé comme les ailes là, de cette tradition-là. Oui, là. oui, vraiment. Si on n'avait pas eu ça l'année passée, je ne sais pas si on serait ici cette année. Là. Ah oui, c'est à ce point-là. Oui, ça nous a vraiment aidés. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 février, à 91 ans, est décédée Mme Janine Rochelot, épouse de feu Donatien Courchaine, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola, mais native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain Courchaine, Richard Courchaine, Sylvie Dupuis, Christian, Jean-Charles et Donald Courchaine. Ses 4 petits-enfants, Nancy, Gabriel, Francis, Marie-Annick Courchaine. Ses 7 arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, Feu Armand Thibault, Diane Courchaine, Normand Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 février, à 83 ans, est décédée Mme Lorraine Hainaut, fille de feu Lucien Edmond Hainaut et de feu Marguerite Clermont, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Claire Hainaut, Azélus Bellumeur, Mariette Hainaut, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin,
Ses neveux, nièces, Daniel, Serge et Alain Bellumeur, Martin et Claire et Marie-Claude Fafard, Dominique et Guylaine Doucet, Marc-André et Éric Hainaut et leurs conjoints-conjointes, ainsi que autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 mars en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier dès 9h30. Suivront les funérailles à 10h30. Madame Hainaut sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHSLD, le château de Berthier, le 23 février, à 91 ans, est décédée Mme Mariette Perrier, épouse de Guy Dupuis, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard, ses petits-enfants Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François, Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis et ses arrière-petits-enfants, ses sœurs Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Marc Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil se fera vendredi le 4 mars au complexe funéraire Thériault à Berthierville sur invitation. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe et ça se déroulera en toute intimité. Les cendres de Mme Perrier seront déposées au columbarium de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Donc, des journées en dents de scie. On joue du yo-yo un peu avec le mercure. En ce jeudi soir, ciel variable, moins 15, donc c'est frisquet. Cette nuit, tenez-vous bien, passage nuageux, moins 22, ressenti moins 30 degrés. Au matin, demain, moins 19, ressenti moins 28, donc c'est pas chaud. Vendredi, cependant, dans l'après-midi, le ciel sera variable, le mercure à la hausse. On parle de moins 6 degrés, ressenti moins 13. En soirée, vendredi, moins 10, ressenti moins 15. Aucune précipitation, pas de neige dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc, quand même, des belles journées de fin d'hiver. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 3 mars. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.